Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM ou streaming sur le www.rfpp.net. Bonne émission sur Flèche Sensible. Homer, qui es-tu? D'où viens-tu? Que manges-tu? À quelle heure tu te lèves le matin? On veut tout savoir. On va peut-être pas tout. Bah, si, on peut en dévoiler pas mal. Bon, en fait, je me moque souvent de moi parce que dans mon itinéraire, il y a rien de classique au sens, puisque bien sûr, on me connaît beaucoup pour la musique contemporaine, musique classique, musique de répertoire. Mais en fait, je viens d'un milieu où il n'y avait pas de culture musicale proprement dit, ni culture littéraire, aucune culture. C'est pas un reproche que je vais faire à ma famille, c'est la condition sociale dans laquelle ils ont vécu. Ils avaient une condition un peu bizarre, et puis moi-même, je suis, comme on dit, un enfant de fille-mère et d'un père algérien qui est né en Kabylie et d'une mère bretonne. Donc pour vous dire, et mon père est mort à ma naissance. Donc ça me conforte dans une certaine manière. Et mon prénom Homer vient d'un autre prénom qui a été mon demi-frère, qui est malheureusement mort assassiné en 53 à Paris. Et donc je me suis appelé Homer, une variation entre Omar et Homer. Voilà, le petit E, mais en même temps ma mère a eu un amant, elle me dit, pendant la guerre, qui s'appelait Homer. C'est peut-être ça qui aurait fait, mais en même temps elle avait un homme, elle vivait avec un homme non marié dont elle a eu 3 enfants. Donc si je raconte comme ça un peu une histoire, ça va faire un petit peu sur le plan social assez tragique, parce que cette femme s'est retrouvée avec 3 enfants. Hein. Faut s'imaginer à la mort de son mari en 1955. Donc et moi-même j'étais dans une couveuse. Bon, c'est l'histoire sociale un peu de ce pays. En même temps la décolonisation, la colonisation, les guerres. Et donc je dirais que je suis un enfant qui a été dans l'école publique, principalement à Ivry et Henri Barbus, voilà, pour me rappeler encore du nom. Et en fait, paradoxalement, j'ai pas fait des études de départ excellentes, puisque j'étais un garçon turbulent, un peu compliqué, bizarre. Donc j'ai été relégué en classe de perfectionnement jusqu'à un jour où j'ai rencontré un instituteur qui s'appelait Monsieur Billière, et je m'en souviens encore de son nom. Et il m'a fait lire des textes d'Alain, des dictées d'Alain qui m'ont beaucoup marqué, dont une sur le peuple des morts. Et alors pour vous dire qu'est-ce que c'était que le peuple des morts, c'est un peu le peuple des morts, c'est le peuple des vivants, des gens qui ont perdu l'énergie, ce qui construit leur vie, et qui sont passés dans le peuple des morts. Et là, j'ai pris une décision que je ne serai jamais dans le peuple des morts, et je serai toujours dans le peuple des vivants. C'est bizarre, mais ça m'a marqué. Je devais avoir 7-8 ans, puisque j'étais pas du tout au lycée. Puis après mon histoire, ça a été délégué de classe très jeune, en CM2, CM1. C'était le début des délégués de classe. Donc c'était le début de mon militantisme qui m'a mené très loin, puisque je vais aller militer jusque dans le syndicalisme et dans les années. J'ai été même secrétaire national à la CGT, pour vous dire les choses ce que peu de gens savent, dans le domaine des bibliothèques. Donc en fait, mon itinéraire est complètement absurde, puisque je vais faire des études de comptabilité, puisqu'il va y avoir un CAP, un BEP, un premier degré, deuxième degré, un bac de gestion, le bac G2 de Sardou. Donc ça, je l'ai eu, avec de très bonnes notes quand même, puisque j'ai intégré des classes préparatoires. Voilà. J'ai intégré les classes préparatoires pour préparer l'N7 pour devenir professeur de sciences économiques ou de comptabilité, je ne sais quoi, ou de gestion dans les lycées Mais j'ai rencontré un copain, je faisais de l'escalade à ce moment-là, j'étais secrétaire d'un club d'escalade de Varap, et ce copain m'a fait découvrir la musique. Voilà. J'ai découvert la musique et France Musique. Et l'escalade. L'escalade, moi, j'ai beaucoup escaladé à Fontainebleau de la Varap, j'ai fait beaucoup de Varap et puis de la falaise. Mais j'ai fait plutôt de la montagne en marchant. Voilà, ça c'est le paradoxe. J'ai pas fait, en fait, je suis pas très casse-cou. Je fais très attention à ma santé, à mon corps. Et puis bon, comme vous savez, quand on est tuberculeux, on dit comme ça que la montagne, ça fait du bien. Comme il faut manger du cheval avec de la viande saignante. C'est des vieilles traditions, parce que j'ai eu la tuberculose que j'ai malheureusement transmis à ma mère. Ça, c'est des choses, de la vie sociale, hein. Je veux dire, c'est très, très
étrange de raconter des éléments comme ça. Puis j'ai été en classe préparatoire, sciences économiques, les deux. J'ai fait les parallèlement, et à l'époque il fallait faire les deux. C'était pas facile, et j'avais pas beaucoup d'argent et des gros problèmes de bourse aussi. Et donc paradoxalement, j'ai été obligé d'abandonner la classe préparatoire pour me fixer sur ma licence de sciences économiques que j'ai menée courageusement jusqu'au bout. J'étais assez bon, hein, toujours été très bon en économie, mais encore aujourd'hui, et je peux vous dire que je connais bien les théories, les textes, je suis parfaitement les débats qu'il y a encore aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui m'est pour moi étranger. Puis il y a une formation en même temps, parce que quand on préparait l'économie, il y avait des UV constitutionnelles, sciences politiques, et ça aussi, je les maîtrise. Mais l'intérêt, ça a été la découverte de la musique. Ça a été fondamental. Et l'époque Liberman, et donc je pense que j'ai assisté à presque toutes les productions qui se donnaient de l'époque Liberman à l'Opéra de Paris. Vous me direz, comment l'opéra sans argent? Ouais, il y avait des places sans visibilité à 5 euros. 5 francs, pas 5 euros, mais 5 francs. Et il y avait des places étudiants, et je me rappelle une fois, ils étaient paniqués parce que j'étais venu à un concert Karajan, et j'avais des jeans complètement déchirés, des cheveux longs, hirsutes. À ce moment-là, je me faisais contrôler par la police. Hein. C'était ta période grunge? Je pense, ouais, ça a dû être une drôle de période. J'étais bizarre, hein. J'étais un personnage un peu bizarre, un peu différent de ce que les gens pouvaient s'imaginer de la culture, de la haute culture, et puis de l'attitude vestimentaire, l'attitude sociale. J'étais un peu marginal, voilà. Et puis après, le hasard a fait des circonstances que je suis devenu bibliothécaire. Et le tournant a été quand je suis passé de l'université de Nanterre au Conservatoire de musique de Paris, où là je me suis recentré sur ma passion qui était la musique contemporaine, qui a été très très importante. Hein. Je dis toujours, ça a été un choc dans mon histoire, dans ma vie, cette découverte de la musique contemporaine. Je veux dire qu'en fait que je suis toujours très radical en fait. J'ai été vers un monde encore un peu plus radical que je l'étais, et donc c'est ça qui m'intéressait. C'était peut-être une révolte, et puis une manière mais en même temps trouver le plaisir. J'ai su allier dans cette révolte et le plaisir. Donc je suis devenu bibliothécaire, d'abord au CNSM pendant près de 10 ans, puis après j'ai travaillé pour une grosse entreprise que tout le monde déteste, c'était pour Vivendi, et j'avais participé à la création d'un site culturel, mais qui m'a beaucoup passionné. Je vous cache pas, parce que je travaillais avec des ingénieurs de haut niveau, et ça, c'était quelque chose, pendant 3 ans, ça m'a bouffé de l'énergie, je peux vous le dire. Hein, mes nuits, c'était entre 4h et 5h. Mais j'étais content, parce que j'ai fait beaucoup de choses, et même si ça s'est tombé avec la chute de Jean-Marie Massier, parce que tout le monde disait que c'était un peu sa danseuse, d'Ivento. Bon, bah voilà, mais c'est pas bien grave. Je me suis dit, ça m'a permis je suis retourné dans les bibliothèques, et particulièrement à la Bibliothèque nationale de France, et puis j'ai eu la période, j'étais rédacteur en chef au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, et ça, c'est intéressant, parce que c'était d'abord d'être dans la machine opératique. Ça, je le remercie, Stéphane Lissner, de m'avoir fait découvrir une machine, je sais pas pourquoi il m'a pris, c'était un truc de fou. Bon, il fallait faire des livres-programmes, c'était très compliqué, c'était très lourd à monter, et j'étais toujours bibliothécaire là, à ce moment-là. Hein. Donc c'est des périodes où je vivais, je sais pas comment, à quel rythme, mais je travaillais le jour, je travaillais la nuit, j'étais capable d'alterner des rythmes de 2 heures de sommeil, 2 heures de travail, ainsi de suite. Donc ça a été une période de dingue, et puis j'ai créé des fanzines, voilà, j'ai participé au concertographe, puis en concert, où là j'ai participé vraiment à la construction, au titre, et puis le hasard de mon histoire, c'est certainement Joséphine Markovitz, excusez-moi, Joséphine Markovitz, qui me dit qu'elle veut faire quelque chose avec moi, avec le festival d'automne. Je dis ah, et donc j'ai posé la question à Bastien Gallet, qui me dit fonce, fais quelque chose. Et donc j'ai fait comme ça le numéro 0 de Musica Falsa. Bastien m'a rejoint, et on a créé une SARL, et parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'il fallait les factures et tout ça. Alors, coup de chance, j'avais quand même ma culture d'économiste qui était derrière, donc ça aide quand même un peu, puis ma connaissance de la comptabilité, ça aide aussi. Donc on s'est débrouillé, et on a fait le premier numéro, qui était le numéro 0, et c'était un concert Steve Reich, et je dis toujours avec ironie, il y avait un cocktail magnifique, tout le monde était là, et étonnamment, moi j'étais écouté un autre compositeur, Jonathan Harvey, pour écouter Bakhti, et donc j'ai rejoint
Bastien. J'ai rejoint Bastien à l'entracte, moi à la fin, parce que je disais, tu comprends, moi c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est les trois œuvres qu'il a fait autour des contes. Hein. C'est filmé, c'est des œuvres très très belles, mais je les connaissais. Et donc moi Bakhti, je connaissais Bakhti, mais je l'avais déjà entendu une fois, mais je voulais le réentendre une deuxième fois à l'ESPRO, l'espace de projection de l'IRCAM. Et donc je suis revenu après quand même pour la fête, qui était une fête absolument délirante. Et ça a été pour nous important. Ça a été pour un acte de lancement, surtout qu'on n'était pas nombreux dans la petite équipe de départ, pas du tout nombreux. Et puis Bastien, qui est un peu plus entreprenant, je pense même que moi en termes de caractère, de type d'énergie. Et moi j'étais le directeur de Musica Falsa avant les éditions MF. Et puis Bastien, lui, était le rédacteur en chef, alors qu'il a repris en main. Il a fait venir des équipes incroyables. Et on a fait une vingtaine de numéros assez étonnants. Et puis après, il y a eu les éditions qu'on a créées, les éditions MF, puisque bon, tenir 20 numéros, je peux vous assurer que c'était galère. D'abord, il faut trouver l'argent, trouver les moyens, coordonner les équipes. C'est le début de l'informatique. Il faut s'imaginer le début de l'informatique. Ça veut dire que c'est quand même, c'est pas simple avec les éditeurs. Donc, j'ai vu, moi, dans ma vie, aussi je trouve très intéressant, c'est tout le processus d'informatisation. Alors souvent, je dis, je suis passionné par les travaux de Bruno Latour, et je parlais d'un livre qu'il a fait à Aramis, que lui-même considère comme très important sur la technique du métro automatique. Et j'étais devant le même problème, moi, en tant que bibliothécaire, parce que j'ai participé à des informatisations de pré-étudiants à Nanterre. J'ai vu tous ces problèmes qu'on avait entre la technique, la relation entre les personnes et la technique. Ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup toujours fasciné. Et donc, probablement que, regardez l'évolution de l'IRCAM, puisque j'ai suivi depuis le début l'évolution de l'IRCAM, je regardais toujours avec cet œil curieux de cette machine qui se construisait. Voilà, j'ai presque résumé en très peu de temps une histoire un peu bizarre, hein, parce que bon, attends, j'ai un peu l'âge, donc la bouteille, comme on dit, et je regarde ça avec bon, bah oui, c'est comme ça. Et alors le problème, c'est que comme toujours, quand on me pose la question, et le temps que vous en pensez, bah j'en pense rien, parce que je me suis pas rendu compte du temps que je vivais, du rythme dans lequel je vivais. C'est le paradoxe. Alors d'habitude, dans Flèche Sensible, on reçoit des compositeurs, des compositrices aussi. Ce qui est étonnant, c'est, j'ai envie de le faire aussi de plus en plus, c'est de recevoir des personnes qui sont pas des compositeurs ou des compositrices et qui nous apportent, comme tu viens de le faire, en introduction, des éléments des éléments de vie autour de la musique contemporaine qui ne sont pas celui d'un engagement autour de l'écriture, autour de la composition. Donc c'est super intéressant d'avoir ce regard-là sur toutes ces esthétiques. Alors aujourd'hui, tu as invité, on pourrait parler de mille et une choses, comme tu viens de le brièvement de le rappeler, mais on est là aujourd'hui pour parler des éditions MF, du travail que tu fais à l'intérieur de cette institution.
comment est-ce que tu pourrais présenter ces éditions qui sont assez étoffées. Il s'agit pas uniquement de musique, mais aussi de littérature et la façon dont s'articule littérature, philosophie, poésie, musique, entretien. Tout cela a des rapports entre eux à travers différentes collections qui méritent un petit débriefing. Oui, alors comme je parlais justement de Musica Falsa, c'était quand même l'idée du numéro, pas 0, mais du numéro 1, puisque le numéro 0, c'est dans le cadre d'un festival musical qui était la partie musicale du festival d'automne. Dans Musica Falsa, c'était l'idée de croiser des poètes, de croiser de la littérature, de croiser les musiques. On était un peu précurseurs des sound studies. C'est pas pour rien que les Américains aux États-Unis, à Columbia University, et puis le répertoire international de littérature musicale, a voulu avoir tous les Musica Falsa pour les scanner. On était un peu précurseurs. Sans le savoir. On n'avait pas le concept de musical studies, ni Bastien ni moi. Bastien était peut-être plus dans cette manière de concevoir. Lui, il avait une vision très globale de la notion de musique. Et donc, le premier numéro était toutes les musiques. Et très vite, nous avons eu des poètes comme Tarkos, on a eu des fortes personnalités de l'art plastique aussi qui se sont immiscées dans notre travail. Donc ça a été tout de suite important. C'était cette diversité. On avait toujours peur des cadres qui nous enferment. Et donc, nous, on avait l'idée d'avoir vraiment une fenêtre. Et la musique était une manière d'entrer dans le monde. Et ça, c'est pour ça, je me moque récemment, je disais récemment que j'écoutais la radio et je voyais qu'un Russe, pour se moquer de l'Occident, disait « Ils ont pas 2 genres, mais 18 genres ». Et je disais que moi, pour la musique, c'est ça qui me plaît. On a 18 genres de musique, peut-être même 20 ou 30 genres de musique. Et ça, je me dis, ça constitue l'univers de la vie de chacun. Et en même temps, dans la musique contemporaine, on retrouve la même fractalisation. Il y a un problème de fractalisation. Alors là, on va me dire, qu'est-ce qui fait la ligne? On aime bien les simplifier. Ben nous, on voulait pas vraiment simplifier les choses. Certes, on a simplifié dans nos collections, puisqu'on en a fait 3, et puis une qu'on a appelée les opérations spéciales. J'aime pas l'expression maintenant, parce que ça veut dire tellement de choses absolument abominables. Mais la première partie, c'était partie de Répercussions, qui est une collection où il y a des ouvrages fondamentaux, les écrits de Gérard Griset, Kaya Sarayao, des Philippe Langlois récemment sur le cinéma électroacoustique, ou Stephen Bourg sur playlist sur la sexualité et la musique. Ce sont des choses qui nous ont beaucoup marqué. On avait fait un numéro Musica Falsa sur l'érotisme. Et donc, on avait demandé à plusieurs interventions. Ça allait aussi bien au porno, le son du porno, mais c'est ça, ça nous plaît, ça. Et après, on avait Répercussions, puis Invention, qui est plus récent. Elle n'était pas que ça s'appelait Friction, puisque c'était des fictions, mais friction, vous voyez ce que ça veut dire? Ça frotte, hein, ça grince. Et c'était là la littérature. Et ça, on voulait avoir une littérature expérimentale qu'on a toujours eue. Par exemple, Célimina a commencé chez nous, on peut dire, son 2e roman est chez nous. Et ça, on en est très fiers. Je veux dire, c'est à un moment donné, on a des auteurs, parce qu'on pense que dans l'écriture contemporaine, il y a quelque chose qui a à voir avec l'écriture musicale contemporaine. Et c'est ça qui nous intéressait, parce qu'on a toujours réfléchi, on voulait avoir une écriture qui soit une écriture, un peu comme en musique. Et puis, il y avait la collection, d'abord qui s'appelait Entretien, puis après que j'ai dénommé Paroles, et l'objectif, c'était je me disais, il manquait quelque chose à portée de main du grand public. Essayer de rapprocher les compositeurs, qui sont des personnalités parfois lointaines, par la parole et par le texte d'une relation, d'un entretien. Et donc, c'est la collection Paroles. C'est une petite collection. Je voulais en plus des petits livres qui coûtent pas cher, format et tout. Donc, c'est des règles très, très précises. Et puis, un élément qui est très important chez nous, c'est le graphique, le graphisme. Le graphisme, c'est très important parce qu'on a toujours eu la chance d'avoir d'excellents graphistes qui nous ont accompagnés. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble essentiel là actuellement. On travaille avec un studio. David Valence, David Valence et Ali Joanneau, ce sont deux grands graphistes, hein, vraiment. Joanneau Valence est un très studio de graphisme très intéressant, très important dans la manière de concevoir le rapport au livre, parce que pour nous c'est aussi un livre un peu objet. On est marqué par cette idée de livre objet, de livre qui crée une différence. On va en librairie, on voudrait quand même que les gens, on veut pas faire du livre qui soit banalisé, un produit industriel banalisé. Ce qu'on veut, c'est
c'est qu'il y a une relation unique entre nous, les lecteurs. C'est toujours fondé sur l'idée d'une relation, de quelque chose qui est de la sensibilité. Le livre, ça nous semble, dans la manière de le faire, quelque chose de très très important. D'ailleurs, on voit quand on regarde toutes les publications que vous avez, il n'y a pas pléthore de livres. Enfin, je veux dire, par rapport à d'autres boîtes d'édition, il y a vraiment des centaines de milliers d'ouvrages. Non, c'est vrai. Dans votre maison d'édition. C'est bien ça. Hein, oui, c'est une maison d'édition. C'est des ouvrages qui sont, oui, comme tu le dis, qui sont sélectionnés, avec un rapport privilégié entre les auteurs et le public et aussi les personnes comme toi qui éditent. Donc il y a une sorte de relation tripartite entre le public, l'auteur et les éditeurs qui font que voilà, on a une ligne éditoriale très travaillée avec une directionnalité précise. C'est pas des centaines de milliers de livres sur un peu tout et n'importe quoi. C'est quand même quelque chose d'assez identifié. Oui, mais on est, faut bien dire une chose, qu'on est deux à suivre les livres, hein. 4 avec nos deux compagnons sur le plan graphisme, mais on est deux, Bastien et moi. Bastien s'occupe principalement de répercussions et d'invention. Moi, je m'occupe de la collection Parole et de tout ce qui est la partie gestion derrière. Grâce à ma formation, en fait, grâce à d'avoir une formation de comptable a permis de résoudre pas mal de problèmes techniques. C'est très bizarre, mais une entreprise, c'est ça. C'est une petite entreprise, hein. Comme je dis toujours, c'est une SARL, mais chaque livre, effectivement, on l'accompagne. Il y a un travail de lecture, de suivi, on dialogue avec les auteurs, donc on peut pas en faire des milliers et des cents. Il faut se dire une chose, que quand je suis avec un auteur ou une autrice, ça peut durer une bonne période, donc de relecture. On relit parfois 15 fois. Au départ, je suis très timide et très, très gentil, puis progressivement, quand j'entre dans le texte, je deviens de plus en plus exigeant par rapport à l'idée que je me fais du livre. Ça, c'est-à-dire que brutalement, pas brutalement, mais progressivement, j'entre dans le livre. Et donc ça, c'est très très important. Et Bastien de même, là-dessus, on a une certaine exigence. Donc on peut pas faire autant de livres qu'on voudrait. Je veux dire qu'on en fait, faut en plus dire que la période se fait saison par saison. On en sort entre septembre et novembre 5. C'est beaucoup déjà pour nous. Et puis après, de janvier à février, juin 5, parce qu'après il y a les vacances. Bon, mais les vacances, comme toujours, j'ai pas très bien compris qu'est-ce que c'était que des vacances depuis pas mal de temps, puisque en fait pendant ces périodes-là, je travaille les livres et j'en profite pour travailler les livres. Voilà, les deux mois d'été, je travaille les livres. Puis bon, vous avez des périodes où je dois faire la comptabilité. C'est entre janvier, là, bientôt, jusqu'à mars, avril. Là, il faut que je finalise toute cette partie-là. Je fasse attention qu'on ait bien tous les documents comptables. Et voilà. C'est tout ça, hein, le métier. Bon, c'est beau, en même temps, c'est agréable. Je veux dire que, bon, pour moi, qui a été bibliothécaire pendant des années, discothécaire, c'est bien d'être dans toute la chaîne de production. Voilà, ça. Pour ça, comme je cite souvent Bruno Latour, parce que Bruno Latour a toujours analysé la structure globale d'une technique dans la société. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Et je le vis encore comme ça, parce que je suis passé, moi, je dis toujours du catalogage, oui, presque manuel, au catalogage informatisé, mais en comptabilité, on était encore avec le stylo, la mécanographie, les cartes perforées au début des cartes perforées, j'ai vu ça. Et puis, on est passé à l'informatisation. Et donc, c'est amusant comment on s'adapte. Et pareil, le rapport que l'on a avec les éditeurs, les imprimeurs et puis aussi les commerciaux. On voit bien que c'est une chaîne qu'il faut comprendre toute son articulation, son efficacité. On a eu la naissance du portable, le téléphone portable. Donc tous ces éléments de la technique sont incroyables parce que j'avais pas, moi je veux dire, j'étais pas quelqu'un du téléphone. Mais le jour où je me suis retrouvé à coordonner au début des éditions Musica Falsa, parce que Musica Falsa c'est MF, hein, c'est la transposition
exposition. Il a fallu que j'ai un téléphone portable. Donc j'étais dans les premiers téléphones portables et j'en avais besoin pour pouvoir être en contact avec l'imprimeur, parce que l'imprimeur pouvait me poser des questions en temps réel et je devais pouvoir répondre en temps réel, donc dans les 24 heures. Donc essayer parfois, c'était à Caen souvent, c'est un autre Corlet, ET à la fin, qui était à Caen, et là c'est notre premier imprimeur avec qui on a travaillé, et il fallait pouvoir répondre dans les instants. Donc c'est pour ça que c'est des métiers passionnants, de pouvoir se dire que on peut trouver sa passion de la musique contemporaine, c'était mon cas, et puis en même temps de voir tout ce qui constitue autour. Bon, puis en plus j'ai eu la chance de faire de la radio pendant près de 14 ans, donc vous imaginez que, je veux dire, souvent je me dis, j'ai vu beaucoup de systèmes de médiation et cette révolution des médiations. Et ça, c'est pour moi peut-être plus important que tout le reste que j'ai fait. Je veux dire, j'ai pu, et en l'articulant évidemment autour des éditions. Et ça, c'est... Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur ta carrière, ton travail radiophonique justement? Est-ce qu'on peut passer quelques instants? Tu peux passer quelques instants à nous expliquer dans quel contexte tu as fait de la radio pendant si longtemps, puisqu'on est dans une émission de radio. J'avais invité il y a quelques saisons Anne Montaron et David Christoffel, dans laquelle nous avions parlé de radio, de musique contemporaine à la radio. Tu n'étais pas, je me rappelle, disponible à ce moment-là, à l'époque, j'aurais voulu faire. Bon, tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments du travail radiophonique que tu as pu faire? C'est un phénomène très bizarre. C'était la rencontre avec Lionel Esparza, qui est un copain, et donc on s'entendait très très bien. Et puis Lionel commençait à entrer dans la radio. Il est entré par la petite porte. J'ai toujours. Lionel a quitté l'enseignement. Était agrégé en musicologie pour s'orienter vraiment vers la radio. Alors je pense qu'il avait une détermination dans sa tête, une idée très claire, c'est quelqu'un qui a une idée très claire, mais il a fait tous les petits jobs, et puis un jour on lui a proposé d'avoir une émission autour de 18h, 20h, et qui était sur le disque. Et donc il avait proposé à un certain nombre de chroniqueurs de venir, et il m'a demandé à moi de devenir chroniqueur pour la musique contemporaine. Il m'a dit: Omer, est-ce que tu veux bien le faire? Alors quand j'entends des paroles comme ça, je suis toujours un peu... Vous savez, on m'a souvent défié. Alors parfois je dis bon, on s'intéresse à quelque chose, mais quand quelqu'un me défie aussi bien pour des écritures d'articles, à partir du moment où on me défie, je me dis je peux pas me défiler, puisque je dis que je m'intéresse à quelque chose, il faut que j'y aille. Et donc je suis arrivé, je peux vous dire que la première émission, j'étais dans une panique, en me disant mais qu'est-ce que je viens foutre là? Et pourtant Dieu seul sait que j'avais parlé à des micros, je savais, j'étais militant quand même à l'université, donc j'étais capable de prendre un mégaphone, de faire des trucs, je sais. J'avais pas peur, quoi. La prise de parole, c'était pas mon truc. Même pendant le service militaire, je l'ai fait dans une caserne où tout le monde devant un général. Il y avait 4000 appelés, et on me disait, et j'entendais les officiers qui me disaient à Berlin, en Allemagne, pas en Berlin, mais Berlin c'est pour autre chose. Mais en Allemagne, je rigolais intérieurement en me disant, et moi je continuais à répondre au tac à ce général qui était plutôt un ingénieur général, qui était un grand bidasse probablement. Mais bon, en fait, ils m'ont pas rapproché de l'Allemagne. Ils ont eu tellement peur de moi, parce que je m'occupais de la commission consultative des appelés, qu'ils m'ont renvoyé à Versailles. Ils ont dit c'était... je rigole, je veux dire, de l'Allemagne à Versailles, c'est pas mal. Ils avaient tellement la trouille de mon comportement. Bon, donc Lionel me propose de faire la radio, et je le fais avec un papier. Alors évidemment, j'avais écrit mon truc sur un papier. Et Lionel me regarde, il me dit après: Omer, plus jamais de papier. Alors là, je me suis dit, panique à bord. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus jamais de papier. Mais en même temps, je me suis dit, en fait, tu as cet aspect naturel. Quand tu faisais des AG, tu prenais la parole, tu n'avais pas de papier. Tu savais ce que tu voulais dire, tu savais structurer ton discours, tu avais des règles de prise de parole, donc tu le savais. Et donc, là, j'ai pris le micro, certains se moquaient de moi en disant que j'avais un côté un peu prédicateur. Et se moquaient, mais ils ont pas tort. Parce que dans la technique du prédicateur, il y a ça. Il y a cet élément-là. Donc, je l'ai fait pendant... ça a duré 2 ans. Et puis, au bout de la 2e année, en fait, le paradoxe, Lionel, son émission s'est arrêtée, qui était bien sur le disque. Et on lui a proposé d'avoir une émission le soir. Et il m'a gardé en me disant, je te garde une espèce de freelance. Je sais pas à quel moment tu seras là, mais tu viendras une fois par semaine, je te dirai le jour. Et j'étais très flexible.
flexible en fait. J'avais pas de principe. Et puis j'étais content de le retrouver parce qu'après on prenait un bon petit verre de vin, on discutait de choses et d'autres du monde. Et donc c'était plutôt agréable. Et donc j'ai fait ça le temps qu'il fallait jusqu'au jour où il s'est retrouvé dans la matinale. Et là il m'a demandé de revenir de venir dans sa matinale. Là très sérieux. Hein, là j'ai compris que j'entrais dans un monde, un autre monde. Hein, on avait changé d'échelle et donc j'avais choisi le thème de mes curiosités. Donc plutôt que de faire que de la musique contemporaine, j'ai essayé de varier, trouver des situations musicales, des expériences musicales, des écoutes musicales dont on faisait pas souvent attention. Et donc j'ai voulu focaliser. Je faisais un peu du sound studies sans le savoir. Donc d'essayer de dire que l'écoute est quelque chose de très très important et que je passe mon temps à parfois à prendre des photos de choses ou d'enregistrer un oiseau dans la rue. Je dis tiens, je connais pas celui-là, tiens, je vais l'enregistrer. Donc j'ai un côté comme ça un peu curieux. Ça correspond probablement à ma personnalité. Je me disperse parfois et donc j'essaie de me recentrer. Le micro c'est bien parce qu'on nous aide de se recentrer. Si on disait de toi que tu serais un artiste, est-ce que tu dirais, est-ce que c'est quelque chose qui te parlerait? Parce que tu sembles faire tout un tas de choses, mais c'est toujours au service des autres, c'est toujours en lien avec un compositeur, avec quelque chose qui existe, et on se dit à chaque fois, enfin moi c'est la question que je me suis posée à un moment donné, de savoir cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait exactement, qu'est-ce qu'il est exactement. Quand on avait discuté, je me rappelle, je t'avais demandé si tu voulais venir participer à cette émission. Je t'avais demandé, on parlera d'Homère, de sa vie, son œuvre. Et tu m'avais dit, oh là là, qu'est-ce que tu me fais là? C'est n'importe quoi. Et puis là, quand on t'écoute parler, tu es dans des formes de construction, de création. Par rapport, c'est pas de la musique, c'est plutôt des dispositifs d'édition ou des formes de création qui sont pas uniquement, qui sont pas des codes artistiques. Et la question, c'est de savoir, tu ne corresponds à aucune définition dans laquelle on pourrait te caser en te disant voilà, cet homme-là, il fait ci, il est ça, il a telle identité. On sait pas trop comment jouer avec toi. Quand je reçois un compositeur, je reçois un compositeur. Quand je reçois un interprète, je reçois un interprète. Si je discute avec quelqu'un qui travaille avec les mots, ça va être un écrivain à la limite. Mais quand on t'écoute, ça brouille un certain nombre de pistes qui nous font dire, voilà, je reviens à la question que je me posais au début, qui est cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle de choses créatives, mais il ne se considère pas comme tel. Voilà, c'est simplement quelque chose qui me traverse. Oui, non, mais c'est une question que se posent beaucoup de gens quand ils me présentent, parce que j'ai pas suivi un cursus normal. Je me suis inventé moi-même. Quand je disais, quand j'étais un lycéen, je disais toujours, j'ai lu toutes les littératures avant de préparer le bac de français, et j'avais énormément lu. Et je regarde parfois, je dis, mais à chaque fois, tu avais lu un ou deux ouvrages des auteurs qui étaient en référence, et donc j'avais énormément lu. Donc c'est un peu une attitude. Bon, ce qui est vrai, c'est que j'aime beaucoup les dispositifs. Il y a une formule de Michel Foucault, les dispositifs. J'aime bien mettre des dispositifs et regarder comment ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Quand je suis dans l'Académie Charles-Cros, quand je travaille dans la commission, j'essaye pas d'être en avant. Je suis serviteur. Je dis, je suis quelqu'un qui essaye de trouver la solution. Mais alors, peut-être que la notion de serviteur, alors là, on pourrait me critiquer d'un point de vue nietzschéen, c'est, je dirais que peut-être lié à un christianisme qui a été très important dans ma famille, même si je suis probablement, je disais que j'allais tous les ans, quand j'avais 12-13 ans, à Solesmes, parce que j'avais une de mes tantes qui était à Solesmes, donc la fin de l'été. Donc avec ma sœur, on allait avec mes parents, on allait à Solesmes, c'était un peu bizarre. J'allais écouter évidemment les pères qui étaient là, parce que j'ai même entré dans le lieu, donc je connais. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui est profondément athée. Je dirais, ça me paraît toujours
très très drôle, même si je lis des textes religieux que je suis capable, je lis la Bible, mais je lis la Bible comme je lis Ovide. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je lis de la même manière, les Métamorphoses. Je veux dire que je regarde toujours avec une certaine distance. C'est un dispositif d'écriture, c'est un dispositif narratif, et ça m'intéresse beaucoup. En musique aussi, mais en musique aussi une jouissance. Hein. Je tiens à dire que la musique, pour moi, est d'une jouissance absolue. Je veux dire, je ne sais pas s'il y a de l'érotisme dans la musique. Bah, il y a l'érotisme du corps que je trouve très important, qui a été une bonne partie de ma vie, un peu foutraque, j'en conviens. Mais bon, c'était ma manière d'appréhender le monde. Et c'est comme ça que je pense. Et donc, évidemment, quand on veut me dire sur quoi on va vous définir, j'ai des définitions professionnelles. J'ai été pendant 40 ans bibliothécaire. Donc voilà, ça c'est une définition professionnelle très claire. Je m'intéresse à la musique contemporaine depuis l'âge de 14 ans. Donc j'ai écouté, Baraké était très important. Hein. Noël Lee, j'ai rencontré, beaucoup discuté avec lui sur Baraké. Il devait jouer la sonate, il ne l'a jamais. Il me dit j'ai une centaine d'heures de travail, c'était pas possible. Donc j'ai comme ça des moments dans la vie, mais la musique a toujours été là. Le théâtre aussi, je cache pas que j'aime beaucoup le théâtre, je vais beaucoup au cinéma, je vais à la cinémathèque le soir, je regarde pas la télévision, moi, mais la cinémathèque à 20 minutes de chez moi, donc dès que je regarde, dès que j'ai rien à faire, j'ai pas de livre à lire, ou que je lirai un livre après, je vais voir un film. Non, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de me confronter à beaucoup de choses, mais je pense que Bastien Gallet est de la même manière, si ce n'est que lui, il a une formation philosophique très solide, alors que là, en philosophie, je dirais que je suis plutôt autodidacte, même si j'ai été un très très bon élève. Ma prof, j'étais pour elle presque son seul élève qu'elle avait dans la classe, en terminale. Elle me regardait, Madame Casalonga, elle me regardait avec un air en disant « Ah bah lui, en plus, il lit, il va chercher les trucs. » Bon, ça m'a parfois joué des mauvais tours. Revenons un peu aux éditions MF. Oui. À travers, moi j'ai essayé de te coincer un petit peu sur cette question-là parce que j'avais envie de te la poser, mais tu as parfaitement bien répondu. Les éditions MF, donc il y a différentes collections, plutôt sous l'angle musical, mais se développe. Comment s'est développé l'angle littéraire, philosophique, poétique, parce qu'il y a plusieurs collections, il y en a 4, mais sur les 4, il y en a peut-être 2 voire 3 qui sont musicales, et puis une qui est un petit peu, fourre-tout, dans lequel on retrouve littérature, philosophie, poésie, théâtre, etc. Non, il y en a 3, en fait, parce qu'il y a eu un débat. Hein. Les commerciaux nous ont tannés, comme on dit dans le monde dans lequel on est. On vous demande pas d'être dans 18 genres. On demande d'être au minimum 3 genres, ou 4 genres, mais 3 genres. En fait, on a choisi, si vous voulez, je répète, c'est la collection, il y avait la collection Répercussions et la collection Friction et la collection Entretien, qui sont devenues, en fait, Paroles, Invention, où là effectivement il y a un côté, ce que Bastien a toujours aimé, c'est alors là voilà le transfuge, je veux dire de monde, et souvent il a fait appel à des auteurs qui étaient des philosophes. Céline Minard écrit Monadologie, alors qu'elle est en train de finir un mémoire sur Descartes, qu'elle ne finira pas. Je ne sais pas si elle l'a fini, en fait. Et donc ça, c'était intéressant, parce que là, elle a fait une confrontation entre Descartes et Leibniz, c'est dans le roman. Alors, c'est une formation philosophique. Donc, il appartient à une génération qui a débordé. Sartre est le premier à vraiment... Bon, Voltaire, c'est autre chose. On ne peut pas dire que c'est vraiment un philosophe, mais... Les Français, ils sont un peu en retard par rapport à l'école allemande, indéniablement. Mais ce qui était intéressant, c'était comment la fiction peut être une expérience, la dimension expérimentale qu'il y a, l'expérimentale du point de vue de la philosophie dans le roman. Ça a beaucoup passionné Bastien. C'est un truc une manière de faire qui l'a beaucoup intéressé, parce qu'il est lié à la philosophie husserlienne, mais plutôt Menong, un phénomène
phénoménologue peu moins connu en France, qu'il a moins travaillé, que moins connu en France, mais qui est très important. La phénoménologie est très important pour lui dans la manière d'aborder l'objet sonore ou l'objet sonore très simplement. Ça a été sa démarche. Mais les romans, ce sont des expérimentations. Dans l'invention, ce sont souvent des philosophes qui ont expérimenté après dans le domaine de la fiction. C'est-à-dire qu'on regarde, on peut trouver parfois même l'ouvrage de philosophie qu'ils ont fait chez nous et aussi la fiction. Ça, c'est cet aspect-là. C'est-à-dire que c'est le côté laboratoire. Répercussion, c'est beaucoup plus simple puisque ce sont des grands textes sur la musique. Mais le dernier de Sebenbourg est très beau dans son travail d'expérimentation. Pour moi, c'est le plus beau livre qu'il ait fait. Donc, je suis plutôt content qu'on ait le plus beau livre. Je pense que c'est un très grand musicologue. Et là, il a expérimenté quelque chose qui, à mon avis, va probablement changer sa manière de concevoir l'écriture dans son domaine de la musicologie. Car il était déjà quelqu'un qui naviguait entre l'historique politique même, et puis la musicologie. Et ça, c'est des moments... c'est passionnant de faire ça. Mais là, je trouve qu'il a réussi vraiment à pleinement allier ces deux démarches. Voilà. Donc, pour situer les manières de faire. Bien sûr, j'aurais aimé ouvrir la parole à d'autres personnalités que des compositeurs. Peut-être que ça se fera. Hein. Mais bon, j'ai quand même qu'une vie. Je vais pas en avoir 2, 3, 4, 5. Je suis pas un chat, moi. Je n'ai qu'une vie. Par exemple, Bastien avait fait un premier livre qu'il faudrait qu'un jour qu'on réédite et qu'il réactualise s'il a envie. C'est compliqué parce qu'elle est une grande référence. C'est Le boucher du Prince Fenway, où il montre bien, il s'intéresse un peu aux musiques électroniques, à l'aspect pratique de la musique électronique. Comment ça s'est construit, les débuts de la musique électronique en France et en Europe. Et puis, il y a une réflexion sur le son. Je veux dire qu'on est toujours entre la technique, et on voit bien dans ma parole, souvent je parle de techniques, des techniques qui sont là, et en même temps cet aspect de l'objet presque détaché de tout ce qui le constitue, d'arriver à l'objet même. C'est le plus simple possible de se rapprocher à l'objet même, mais en même temps, parallèlement, on sait que l'objet même se fabrique et qu'il y a des techniques de fabrication. Donc on a toujours été tendu entre ces deux éléments-là, je pense, entre la recherche de l'objet même et la problématique de la technique. Je crois que je pense que c'est une caractéristique de notre civilisation, au moins dans le bousculement après le XXe siècle, après la guerre de 14, qui est une guerre de technique. On l'oublie souvent. Et en même temps, le désir que l'on a de maintenir cette civilisation dont on ne sait plus trop bien qu'est-ce qu'il en est. Et dans la musique, on a probablement, ou dans la manière que l'on a, il y a ça, il y a cette tension-là. Et je pense, là, en parlant comme ça, je pensais à un bouquin un livre de Christine Lapostole, et j'espère que le titre va me revenir, qu'on a fait chez nous, qui raconte à Brest. Et elle a comme ça une poétique qui est magnifique. D'abord, le livre est très beau parce que il y a une espèce de bleuté. Vous savez, quand vous êtes à Brest, en fait, vous avez l'eau qui est là, et l'eau imbibe tout.
tout. Et donc, ce qu'ont réussi nos graphistes, c'est de faire que le livre soit imbibé de l'eau. Et ça, je trouve ça génial. Il y a un côté bleu un peu dans l'écriture, mais qui reste très lisible. Et puis... Visuellement, tu veux dire? Oui, visuellement. Et puis, en même temps, quand on lit le livre, elle nous raconte tout ce qu'elle voit de sa fenêtre. Donc, l'ouverture sur le monde, même la fenêtre dans le bouquin. Et elle a un regard sur le port, tout ce qui se passe, les bateaux, les qui viennent, qui circulent, le monde qui est là. Et le monde, la globalisation du monde. Et à un moment donné, elle raconte de l'histoire, vous avez tous entendu parler, on a tous entendu parler, de ce bateau qui a cargo, qui a bousculé le pétrolier dans le canal de Suez et qui a bloqué pendant le canal de Suez pendant quelques temps. C'était un grand... Et elle raconte que le cargo est à Brest en train de se faire réparer. Et ça, je trouve ça... Voilà. Là, on a la technique, mais en même temps, si vous voulez, il y a une poétique derrière qui nous amène dans un ailleurs, dans quelque chose de magique presque. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, cette tension où elle décrit presque comme une sociologue très précise, très claire des problèmes, et en même temps, elle amène ailleurs. L'écriture nous emmène ailleurs. C'est-à-dire que c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est qu'à un moment donné, on est dans ces deux mondes qui sont joints l'un dans l'autre. Je crois que c'est quelque chose qu'on a toujours cherché. Et c'est pas facile, hein. Je veux dire, c'est vraiment un problème que l'on rencontre. Moi, j'aime beaucoup un compositeur comme Philippe Manoury. En musique, là, je parlais un peu de musique quand même. Musique Manoury, Philippe Manoury. Et ce qui m'intéresse, c'est justement cette tension qu'il a toujours eue entre la technique et la composition comme une idée pure, une idée presque détachée du monde, une construction du sonore. Et en même temps, il est certainement le compositeur le plus impliqué dans l'histoire de la technologie de l'IRCAM. Mais on me dit toujours Boulez, le compositeur, le temps réel. Je dis non, c'est Manoury le temps réel. Manoury, c'est lui qui a compris le projet de Boulez et qui en a fait quelque chose. Et ça, et c'est pour ça que j'ai même appelé un bouquin d'entretien avec lui, la musique en temps réel, pour jouer sur cet élément-là de ce temps réel avec la technique et en même temps la création du sonore. Et ça, pour moi, c'est très important. Alors souvent, on pense que c'est Boulez. Non, je pense que, et je le maintiens, hein, je suis certain, et je suis même par ma connaissance un peu institutionnelle et des catalogues, je suis certain que c'est la vérité. Eh ben, avec ça, tu m'as fait mon émission, dis donc. Et du coup, on se rapproche aussi de la fin de cette émission. Il va falloir aller vers une conclusion de tout ce que tu nous as dit. Et je dois bien t'avouer que je ne sais pas par quel bout, amener cette conclusion. On a abordé tellement de choses différentes qui se sont entrechoquées au détour d'une phrase que je dois bien t'avouer que je n'ai absolument aucune idée de la façon dont on va pouvoir finir cette émission. Mais je suis pas le conducteur. non, mais la musique est essentielle. Je veux pas vous, quoi qu'il arrive, si vous voulez, je dirais que, alors là, en spinozien, la musique a remplacé Dieu. Probablement chez moi. Je veux dire que la notion de spinozien, parce que je suis profondément dans l'immanence. C'était pas Nietzsche, Non, mais il y a bien sûr qu'il y a Nietzsche, mais ce que je veux dire dans la question de l'immanence et quand Spinoza parle du Dieu nature, en fait, pour moi, c'est la musique. Voilà. Si vous voulez, la musique a occupé cet aspect suffisamment concret de la matérialité du sonore, m'a donné quelque chose. Je trouve que il y a rien de plus. Si on veut parler de notre civilisation, peut-être ce qu'on a fait de plus beau, c'est l'invention de l'immatériel, parce qu'on passe par du matériel. Alors, si vous voulez une cathédrale, vous la voyez, elle est matérialisée, c'est de la pierre. La musique, c'est du son. Et quand vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que le son, ils vont vous dire, ils vont parler ils savent pas qu'est-ce que c'est. C'est de l'invisible. Oui, justement, voilà, c'est la question de l'invisible qui est terriblement visible en fait, du point de vue de l'oreille. Et c'est ça qui est, à mon avis, fascinant du point de vue dans mon histoire. Et je vais vous raconter une histoire qui est très très drôle. C'est Alain Billard qui m'a raconté ça il y a 2 jours. Et on finira là-dessus. Oui. Et Alain Billard m'a raconté une chose. Il voulait voir absolument Boulez pour ses 90 ans à Baden-Baden. Hans, qui s'occupait de monsieur, parce qu'il s'occupait de monsieur, Hans, disait, non, c'est pas possible, c'est compliqué. Ils étaient trois, à vouloir le voir, et 3 musiciens de l'intercontemporain, et
et musicienne. Et à la fin, Boulez dit oui, bon, ok. Et Boulez était fatigué, il dormait quasiment. Ils ont fait une période, ils n'ont pas réussi. Puis à un moment donné, ils disent bon, on va faire de la musique devant lui. Et donc Alain Billard fait de la musique, il fait les 3 pièces de Stravinsky pour clarinette, et il voit que Boulez-Honoré d'abord le voit une fois, lui il est très content, et puis bof, il referme les yeux, et bon, alors il veut sauter la 2e pièce pour aller directement à la 3e, il se dit, et d'un seul coup Boulez se réveille, il dit il y a 1, 2 et 3. Ça veut dire que la musique était là, c'est tout, et que même s'il était ailleurs, même s'il était en train de perdre son corps, la musique était là. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM ou streaming sur le www.rfpp.net. Bonne émission sur Flèche Sensible.